Petite intro rapide pour cet épisode du rendez-vous marketing un peu spécial puisqu'il s'agit d'une compilation d'extraits d'épisodes qu'on a enregistrés avec des fondateurs de marques qui sont passés sur l'émission Qui veut de mon associé. Donc c'est une émission que vous normalement vous connaissez puisqu'elle met en valeur l'entrepreneuriat. C'est une émission qui a lieu sur M6 une fois par an. Et quand les marques passent sur l'émission, elles sont vues par des millions de personnes qui vont regarder l'émission en direct. Et souvent, pour les marques qui réussissent leur passage, il y a un avant et un après l'émission. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, parmi les marques qui sont passées sur l'émission, quel a été l'impact direct et indirect de ce passage TV pour leur marque et comment elles ont réussi à capitaliser sur cette émission pour aller booster leurs ventes en ligne. Et donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu pas mal d'invités qui sont passés sur Qui veut de mon associé. J'ai eu la marque Flotte, j'ai eu la marque Yakon & Co, Dijo, Inga. Et pour chacune de ces marques, je leur ai posé certaines questions sur leur passage sur Qui veut de mon associé. Et je vous propose de commencer par le passage de Michael Pan, qui est le cofondateur de Flotte, qui est une marque qu'on accompagne avec DHS Digital. Et Flotte, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de vêtements de pluie éco-responsables, colorés et mixte. C'est une marque qui clairement s'est fait connaître via Qui veut de mon associé en 2022. C'est pour moi l'une d'entre elles qui a eu le plus de succès après l'émission et qui encore aujourd'hui, d'après ce que me dit le fondateur, ils ont encore des retombées puisque des marques veulent collaborer avec Flotte parce qu'ils les ont vus sur Qui veut de mon associé. Donc ils ont vraiment une forte notoriété grâce à cette émission. Et en fait, Michael m'a expliqué vraiment comment ils sont passés sur l'émission, quelles ont été les différentes étapes pour lui avant de candidater et ensuite d'être sélectionné. Il m'a également expliqué comment ils ont capitalisé sur l'émission dans le digital en adaptant leur stratégie de retargeting. Et évidemment, Michael m'a donné les retombées directes et indirectes de l'émission. Vous allez découvrir tout ça dans cet extrait dans un instant. Tu as expliqué, vous êtes passé sur Qui veut être mon associé. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques peut-être pas à pas quel a été l'impact déjà de cette émission, comment vous avez été contacté, comment vous avez préparé ça et est-ce que vous avez fait quelque chose dans le digital pour profiter de ce passage TV? Ouais, alors après, tu me diras ce que tu veux parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais grosso modo, moi j'avais vu lors du confinement, j'avais vu la première saison de Qui veut être mon associé. Et comme on était en plein lancement de la boîte, etc., ça nous a beaucoup parlé. J'ai beaucoup regardé cette émission et je me rappelle que à la fin de chaque émission, il y avait une appel à candidature. Et j'en avais parlé à Lily en rigolant, bah tiens, ce serait bien qu'on participe, qu'on fasse cet appel à candidature. Lily m'a dit non, mais c'est de la télé, arrête de rêver, arrête de croire, c'est pas vrai, etc. C'est comme de la télé-réalité. Et donc au début j'ai laissé tomber et après ça m'est revenu dans la tête et je lui ai reposé la question. Elle m'a dit non, mais laisse tomber, ça sert à rien. Et ça m'est encore trotté dans la tête encore 2, 3 semaines. Et j'en ai reparlé une troisième fois et je sais pas pourquoi, ça me trottait dans la tête. Et Lily m'a simplement dit, écoute, si tu penses qu'il y a quelque chose à faire, va, postule. Et si jamais tu as un retour, quoi que ce soit, eh ben, je te donnerai un coup de main pour avancer sur le sujet. Ok, donc elle n'était pas convaincue. Ouais, pas très convaincu. Et moi, je suis allé vraiment au culot et jeter une bouteille à la mer. J'ai postulé comme ça. Et ils m'ont répondu le lendemain. Ils m'ont rappelé. Ouais. Et c'était, je crois, avec le recul maintenant, que la première saison, c'était pas une saison ultra où il n'y avait pas eu énormément de téléspectateurs et de prise de part de marché. Donc, ils avaient besoin de beaucoup de candidatures et de choses comme ça. Donc, avec qui on a échangé avec eux. Ils nous ont demandé de leur envoyer tout ce qui était BP, deck, présentation, les marges, pourquoi vous cherchez des investisseurs, etc., sans nous dévoiler qui seraient les investisseurs. Donc Lily et moi, on a passé des journées à remplir tous leurs questionnaires. Ils nous ont demandé de faire une vidéo de nous-mêmes avec notre téléphone pour regarder un peu comment on se présente devant une caméra, notre gestuelle, etc. On leur a envoyé et très vite, on est passé jusqu'à la dernière étape. Et la dernière étape, c'était la prod M6 et la prod qui devait valider si on était accepté ou pas. D'accord. Donc, Voilà. donc parfois tu fais une production M6 et ils peuvent ils peuvent dire finalement on te prend pas. Donc ça arrive qu'il y ait des. Ça arrive et ça arrive même que certains candidats passent et ne sont jamais diffusés.
D'accord, ok, d'accord. Ça, je savais pas du tout. Ok. Ouais. Donc, en gros, finalement, t'es venu quand même d'une opportunité que tu as vue enfin, que t'as vue à la TV. Tu t'es dit, ça peut être intéressant. Tu as poussé le truc. Tu es y allé au culot. Et puis après, vous avez quand même passé du temps à préparer le dossier. Donc, c'est pas un truc qui est venu comme ça vers vous. C'est pas de la chance sur le coup. C'est un truc que t'as provoqué. Ouais. Euh, Ouais, ouais, et non, vraiment. Je pense que de toute façon, même dans la chance, il faut aller savoir provoquer sa chance. Il faut aller savoir saisir toutes les opportunités qui se projettent devant nous. Parfois, on y croit et on est un peu déçu. Là, en l'occurrence, on n'y croyait pas trop et c'était à chaque fois une bonne surprise. Et même le jour où on a été sélectionné, où on devait passer, on est allé, Lily et moi, et on s'est dit, bon, c'est une expérience de vie. ouais, Comme s'était lancé dans cette aventure-là, ça ferait une bonne anecdote à raconter plus tard quand on sera vieux. Et si ça marche pas, tant pis, on aura vécu une belle expérience ensemble. Donc on bien est sûr, allé oui. vraiment En pression. ouais, sans attente. Lily avait quand même préparé un texte, etc. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va au feeling. Ah ouais, c'est vrai Elle c'est vrai que j'ai m'avait, déjà vu parce que moi, je t'interromps, j'ai déjà vu ouais. sur qui veut Emma, des pitchs qui sont vraiment travaillés ligne par ligne. Donc toi, tu es en train de dire que enfin, t'es plus au Alors, non, enfin, très attention, Lily, quand même, est très organisée, contrairement à moi, et elle m'a forcé, pour le pitch, parce on nous demande de pitcher pendant 3 minutes et de le faire selon des règles. Alors, il nous impose pas comment le pitcher, mais il nous donne des règles, comme quoi, combien vous cherchez, qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Forcément. Donc, Lily a quand même préparé un pitch, m'a poussé, m'a obligé entre guillemets à l'apprendre quand même ce pitch-là. Et après, dans les questions-réponses, pour le coup, c'est vraiment au naturel. Faut d'accord. savoir que le tournage, le moment qu'on passe en réalité sur le plateau dure entre 40 minutes et 1 heure, Ah mais la oui. diffusion ne dure que 10-15 minutes du passage. D'accord, donc il y a quand même des cuts, etc. Donc, ok. Ouais. Ouais. Et vous avez demandé combien et vous avez obtenu combien lors de cette émission? Nous, on est allé, on savait, enfin, on s'est dit c'est une émission de télé. On va pas demander non plus des sommes astronomiques et se faire rembarrer ou passer pour des rigolos. On était venu, on avait demandé, je crois, 100 000 € pour 5% du capital, ce qui était une offre quand même assez, assez intéressante pour nous et pour les investisseurs. Je trouvais que c'était Ouais. le bon milieu. Et on est ressorti avec 150 000 € pour 10% de l'entreprise, je crois. D'accord, ok, 10% du d'accord. Ouais, donc capital. finalement, vous restez quand même, enfin, On ça reste reste quand dans même les clous. intéressant, un tout petit peu moins que les 5% de base que tu disais pour 100K. Donc tu valorisais ton entreprise au départ à 2 millions et elle a été valorisée à 1,5 million Un million, par là. ouais. Par contre, je me rappelle plus qui a investi, c'était Anthony ou est-ce que c'était Eric ou je me rappelle plus. Alors justement, dans les moments qui ont été diffusés et qui ont été cut, finalement, quand on a exposé nous notre business, j'ai envie de dire, la plupart des investisseurs ont apprécié le mindset de moi et Lily, de la boîte, etc. Mais nous ont dit bah le textile c'est un milieu où on n'a pas trop envie d'y aller, c'est pas trop sexy pour nous en tout cas, ils préféraient d'autres secteurs. Ouais, Et finalement on avait la chance et c'était un hasard parce que je crois qu'elle devait pas faire partie du tournage ce jour-là. On a eu Sophie Méchali qui est la créatrice et fondatrice d'une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Paul Joe, qui est une marque qui a de plus de 30 ans dans le premium luxe et qui a tout de suite, elle, pour le coup, compris la valeur qu'avait Flotte et la différenciation que pouvait avoir Flotte comparé aux autres acteurs du marché. Tandis que les autres investisseurs qui ont un regard finalement très bienveillant, mine de rien, même s'il y a du cut, c'est de la télé, hein, mais ils ont, en réalité, ils ont toujours un regard très bienveillant, nous disent que, voilà, tu as une très belle marque, bon, moi, soit j'investis pas dans le textile, soit j'ai pas vraiment de choses à t'apporter parce que je ne connais pas assez ce domaine-là. Et, et derrière, on a eu la chance que cette personne-là, Sophie Méchalet, donc, était présente pour, pour comprendre.
D'accord, ok. Et maintenant que que tu as un peu expliqué comment c'est passé dans l'émission et qui a investi, et combien la personne a investi, donc Sophie Méchalet, c'est quoi les retombées pour la marque? Genre à la fois en termes de visibilité et même aussi en termes d'apprentissage, parce que je suppose que Sophie était là pour vous accompagner et vous aider à bien investir l'argent. Ouais, ouais, clairement, les retombées, déjà, on va dire directes ou indirectes. euh, Pourquoi je dis ça? Parce que faut savoir qu'entre le tournage et la diffusion, il se passe plus d'un an. Ah ouais, c'est Euh, vrai? donc, Ok. euh, entre le jour où on fait le tournage et le jour où c'est diffusé, il a pu se passer énormément de choses. Oui, je pensais que c'était six Euh, mois en fait, moi, le tournage. Je pensais que c'était plus un tournage en été et que c'est diffusé en janvier. Ouais, alors ils ont tendance à les raccourcir de plus en plus maintenant. Mais quand nous on est passé, donc ça a été tourné en 2021, période de Covid où on avait tous le masque, on pouvait pas se toucher, on devait Ouais. faire tous les tests avant, etc. Probablement que ça a rallongé également le calendrier. Mais nous en tout cas ça a mis beaucoup de temps. On a eu le temps justement, pour le coup, de se préparer à la diffusion. On a Ok. eu quasi un an pour se dire, OK, on va passer à cette période-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le site va tenir? Est-ce que on a le stock adéquat? Est-ce que le système de paiement est tout bon? Est-ce que la logistique est prête? Est-ce que le SAV est prêt? On a vraiment eu tout ça à tenir. Et lors du passage, le soir même du passage, alors le pic de trafic est monstrueux. Je crois au même moment, on a 150 000 visiteurs au même moment sur le site. Ouais, c'est Euh, énorme. c'est énorme. Et la petite anecdote aussi, c'est que avant le passage, une ou deux semaines avant, je crois, nous, notre site, il est sur Shopify. Donc, j'essaie de trouver un contact sur Shopify pour savoir si le site va tenir. Parce que la prod de l'émission vous dit tout le temps, faites attention, la première saison, tous les sites ont craché, faites attention, tous les sites ont craché, donc préparez votre site. Et moi, ça me faisait flipper. Bien sûr. Donc, j'essaie de trouver un contact chez Shopify, mais il n'y a pas réellement de contact à part le service de messagerie, etc. Donc, je suis sur LinkedIn et j'arrive à tomber sur la directrice Europe de Shopify. Je lui envoie un LinkedIn et en lui disant, ouais, est-ce que le site va tenir parce qu'on va passer dans une émission de télé sur M6 en prime time. Désespéré. Ouais, désespérée. Et elle me répond très gentiment, mais elle me répond, écoute, Shopify, les hébergeurs, il n'y a aucun souci. Le site de Kylie Cosmetics est sur Shopify, elle accueille plus d'1 million de visiteurs au même moment. Est-ce que vous Bon. pensez recevoir 1 million de visiteurs au même moment? Je lui dis non. Bon bah voilà, ça tient. Et ça a tenu? Et ça a tenu. Alors, je conseille à tout le monde, pour le coup, je fais de la pub pour Shopify, mais en tout cas sur Shopify, c'est solide pour ça. D'accord, c'est ouf. Et est-ce que tu peux nous dire un peu le chiffre que vous avez fait la journée de l'émission? Je me rappelle plus trop, pour être honnête avec toi, mais je crois entre 50 et 80 000 euros, quelque chose par là. Ok, Mais c'était quand même après, pas mal. ouais, c'est quand même considérable. Après, il faut savoir que tu as vraiment un pic lors de ton passage. Ouais, Après, ça redescend. Concrètement, c'est un peu comme les montagnes russes, ça monte vraiment très haut et ça redescend. Après, bon, c'est des visiteurs soit qualifiés, soit non qualifiés. Il y a des curieux, tu as un peu tout. Mais par la suite, c'est un peu lissé. Alors, ça retombe, mais tu continues pendant la semaine, on va dire cette semaine-là, à avoir quand même beaucoup plus de visiteurs qu'en temps normal et tu transformes. Et tu continues à transformer. Et après, l'enjeu, c'est de retargeter les gens qui sont passés oui. par ton site, qui ont fait des paniers, etc. Oui, et ça, vous l'aviez fait, c'est-à-dire vraiment avoir une stratégie de retargeting peut-être un peu plus aux petits oignons, c'est-à-dire avec les ajouts au panier, les personnes qui passent peut-être plus de temps sur le site. Je ne sais pas ce que vous avez fait à ce moment-là, parce que ça reste un peu plus technique. Ouais, ouais, ouais. Alors nous, on s'était mis une règle, moi avec la seule, on était trois, hein, je crois, on était trois dans l'entreprise au moment où on passait dans l'émission. Euh, et j'échangeais avec Lily et mon collègue Félix. On se disait, ouais, il faut que chaque personne qui passe sur le site ou qui passe sur notre compte Instagram, derrière qu'il ait acheté ou non, à partir du moment qu'il est venu, il faut le Ouais, il faut voir. retargeter. Il faut Ouais. le revoir, ouais, bien sûr. Et ça, il fallait du budget.
Et on a vraiment mis all-in dans le budget acquisition, pardon, où on a sollicité des plateformes de crédit comme Silver, tu vois, Ah, c'est vrai? Ok, d'accord. ouais, Donc, tu as mis quand même ouais, Silver pour pouvoir augmenter tes budgets. Enfin, peut-être que tu ouais, peux expliquer ce que c'est Silver, parce que c'est une plateforme dont ouais. on ne parle pas beaucoup et qui est intéressante pour les marques un peu plus autofinancées. Ouais, Silver, grosso modo, vous prête pour votre acquisition Meta, Google, etc., un portefeuille d'un certain montant pour que vous puissiez financer cette acquisition-là et se rémunère lui via un pourcentage, je crois c'est 8% ou quelque chose comme ça, et sur le chiffre que vous avez généré, et vous prenez votre temps pour rembourser. Et grosso modo, je Oui. crois qu'à cette époque-là, on avait pris 25 000 euros chez Silver. Au lieu de l'étaler sur un mois, on a tout mis sur une semaine. On a mis 25 000 euros sur une semaine en se disant, allez, cette semaine-là, faut Ouais. targeter tout le monde. Et juste sur Meta ou également sur Google, Pinterest ou d'autres plateformes? On n'était que sur Meta à cette époque-là. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est pas mal comme résumé. Est-ce qu'il y a d'autres impacts indirects? Enfin, tu parlais d'impact direct et indirect de l'émission. Ouais, impact indirect, c'est tout le monde professionnel euh, qui, euh, qui ont envie, qui partagent aussi les valeurs de l'entreprise, qui partagent la vision qu'on avait en tant que fondateur, qui viennent, qui te sollicitent pour des opportunités B2B, pour des pop-up stores, pour des coups de main si vous avez besoin de ci, de ça. On a même eu des avocats qui nous ont contactés en nous disant, bon bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. On a tous cet impact-là qui est non quantifiable, qui vient se greffer. Alors il faut trier, il y a un peu de tout, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent et qui vous disent, bah en fait, vous êtes courageux, vous avez fait un bon projet, il y a des opportunités business aussi qui s'offrent à vous. Voilà, il y a tout ce côté indirect qu'on peut pas forcément quantifier à l'instant T et Je qui comprends. s'ouvre au fur et à mesure et pendant 6 mois, un an, ça peut durer. Et même encore aujourd'hui, voilà, comme toi, par exemple, on nous en parle encore de cette émission-là Bien sûr, parce qu'on nous a vu là-dedans. bien sûr. Et si on revient sur le site, donc le site après QVMA, le trafic a augmenté naturellement. Enfin, t'as vu que le trafic a jamais été le même depuis QVMA, ou est-ce que c'est revenu comme avant? Non, on a eu la chance. Alors, on a eu la chance d'être jamais retombé. C'est comme une lune de miel qui ne s'arrête jamais. On a eu la chance que le trafic n'ait jamais retombé. Alors, bien évidemment, Oui, comme mais je l'ai dit, après le passage, bah, ça retombe un peu, mais ça reste beaucoup plus important que ce qu'on avait auparavant. ok, Et finalement, on a continué, comme je disais, à scaler, c'est-à-dire à continuer à réinvestir. Donc après, c'est avec cette enveloppe-là qu'on avait mis de 25 000 euros 25 sur la 000. semaine, Ouais, on a dit, bon, bah, ça génère du trafic, ça génère de la conversion, alors on va essayer de rester sur ces budgets-là. Et en fait, finalement, on est resté sur ça et je crois le pic de visiteurs qu'on avait lors de l'émission, on a pu le retrouver après derrière sur un mois de décembre, par exemple. en mois de décembre, ouais, 2022. Ouais, 2022, exactement. Ok. Donc en fait, ça a été un super tremplin, enfin, sur plein d'aspects. Et ouais, Ouais. vas-y. Hmm. Et ça a été Ok. un tremplin sur plein d'aspects. C'est pour ça que il y a beaucoup de startups qui viennent, qui nous contactent en nous demandant j'hésite à le faire ou pas. Et moi, je leur dis Oui. tous, si en tout cas tu as la chance, même si c'est de postuler et avec zéro attente derrière, faut le faire. Parce que même si personne n'investit finalement derrière, la visibilité, les retombées directes et indirectes sont Énorme. énormes. Ouais. Je me permets de te poser la question avec les fonds, ben, vous l'avez utilisé pour de la production ou pour d'autres projets? Les fonds, on les a principalement utilisés pour la production et un D'accord, peu de recrutement, en d'accord. tout cas. Mais bon, Ouais. je sais que ça peut paraître énorme, mais Oui, quand on a une croissance par 100-150% par an, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de fonds pour investir et pour faire nos achats. Et principalement, on a 80-90% qui est c'est parti ça. dans l'approvisionnement. Ouais, c'est incroyable. On voit que c'est nécessaire quand tu es en hyper croissance, comme vous, enfin hyper croissance, on va dire plus de faire plus de fois 2 par an,
que tu es obligé de toujours réinvestir et que ta trésorerie, ben, pour tenir, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, Ouais. moi, c'est comme ça que je le comprends. Même si Non, je mais suis pas dans les c'est finances d'une boîte comme la tienne, mais je le comprends comme ça. Parce qu'en plus de ça, tu viens de le dire, vous avez quand même des salariés. Je sais pas si, donc à ce moment-là, vous étiez trois. Là, vous êtes quoi, une bonne 10, quinzaine de ce que tu m'avais dit? là aujourd'hui, on est une quinzaine Ok. sur le siège et on est à peu près 18 avec la boutique incluse. Pour la suite de l'épisode, je propose le passage de Rafaela Nolo, qui est la cofondatrice de la marque Yakon & Co, qui s'est fixé une mission assez ambitieuse, qui est de vous donner une alternative au sucre. Donc évidemment, c'est un marché qui est très large, puisqu'on a tous envie d'arrêter le sucre, on en consomme tous. Et en fait, la solution de Yakon & Co, c'est ce qu'ils appellent le sirop de Yakon, qui est un produit qui n'est pas très connu en France, mais qui les arrive à exporter du Pérou. Et quand ils sont passés sur l'émission, évidemment, ça a fait pas mal de bruit. Et ce que m'a expliqué Rafaela, c'est que quand ils sont passés sur l'émission, malheureusement, ils ont été en rupture de stock quelques semaines ou quelques mois après l'émission. Et donc, quand j'ai eu Rafaela, je lui ai demandé quel a été l'impact de cette émission sur leur vente e-commerce, sachant que c'était pas leur première année en e-commerce, alors que Flood, par exemple, c'était, je pense, la première ou la deuxième année qu'ils faisaient en e-commerce. Donc, c'était évidemment différent en termes de contexte. Je lui ai demandé aussi à Rafaela comment elle a structuré son pitch avec son équipe pour réussir à lever des fonds. Et ensuite, je lui ai demandé comment elle a adapté sa stratégie digitale pour capitaliser sur l'émission. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'ils ont réussi à adapter leur site pour obtenir une meilleure UX sur le mobile, puisque quand on regarde une émission sur notre poste TV, on est également sur notre téléphone pour potentiellement commander si le produit nous plaît. Et donc eux le savaient très bien, et donc ils ont beaucoup misé sur le fait d'adapter leur site pour qu'il soit parfaitement mobile responsive. Et c'est ce que m'a expliqué Rafaela dans cet extrait d'épisode que je propose de regarder dès maintenant. Donc on parlait de Keyvote Mon Associé. Donc Keyvote Mon Associé, c'est souvent un accélérateur pour les marques. Je pense que tu peux le confirmer. J'ai l'impression que vous avez fait un très très gros coup en allant sur Keyvote Mon Associé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les coulisses en fait de votre venue sur cette émission? Et ensuite, déjà, est-ce que vous avez réussi à lever des fonds? Quelles ont été les retombées? J'aimerais bien qu'on fasse un petit focus là-dessus, que tu m'as expliqué un peu l'impact sur le business. Et puis, on enchaîne sur la suite. L'impact principal sur le business, c'est qu'en 48 heures, on a fait le chiffre d'affaires de toute l'année 2023. C'est incroyable. Donc, 500 000, quoi. 500 000, exactement. Donc, là, tu dis, merde, je vais faire quoi? Vous n'y attendez pas? On s'y attendait pas du tout, parce que les projets qui étaient passés les années d'avant avaient fait peut-être, je sais pas, 100 000. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Donc tu écoutes, tu vois, tu te dis, et puis nous, on est plutôt des entrepreneurs qui sont de nature modeste. Donc on se dit, on adore notre produit, il est génial, mais je sais pas, peut-être que les gens, ils vont pas acheter en ligne, ils vont peut-être attendre d'aller en magasin. Ouais. Ça n'a pas manqué. Les gens faisaient la queue chez Naturalia pour acheter du sirop Yakon. Ça devient le running gag. D'ailleurs, maintenant, apparemment, il y a des gérants de magasins qui nous disent on n'en peut plus tous les jours. On a des gens qui nous disent vous avez plus de sirop Yakon, etc. Quand est-ce que vous en recevez? Et le soir sur le site internet, ça a explosé quoi. T'avais 100 000 personnes qui étaient connectées en simultané. On vendait, je sais pas, je crois que c'était 20. La stat c'était 20 colis par minute ou quelque chose. Enfin c'était un délire. Ça nous était jamais arrivé comme ça de cette manière. On a une application de paiement qui a planté au moment où on est passé. Il y en a une où ça a pas planté, mais les gens faisaient la queue. En fait, il y avait écrit vraiment comme quand t'achètes un truc pour tu cherches tes places pour Roland Garros. Tu vois, t'es dans une espèce de liste d'attente. Ouais. C'est pareil sur notre site cette soirée-là. Donc au niveau du business, il y a eu un avant-après, mais radical. Donc maintenant, on a une base de données de plus de 100 000 clients. Enfin, c'est vraiment conséquent. Et vous étiez à combien avant Keyvote Mon Associé en termes de... C'est vrai que j'avais vu les 100 000 clients, je dis waouh, impressionnant. 100 000 clients, c'est toujours un très gros cap à atteindre. Vous étiez à combien de clients à ce moment-là, avant Keyvote Mon Associé? On était à peu près à 20 000. À 20 000, ouais, donc vous avez fait 80 000 clients d'un coup. Parce qu'en fait, ouais, tu as parlé finalement des 500 000 euros que vous avez fait en 48 heures, mais après, il y a toute la récurrence derrière. Enfin, moi, quand je vois le produit, je me dis, si la personne est convaincue, elle le rachète tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, c'est exactement ça. Tu te dis, et alors dans les 80 000 en plus, dans les 80 000 en plus, je veux dire, tu as les 20 000 clients et puis tu as 80 000 en plus qu'on a reçus dans notre base de données. Tu en as certains qui n'ont pas acheté tout de suite, mais du coup, qu'on va aller chercher après. C'est des prospects, tu vois. T'as pas 100% des personnes, tu vois, t'as pas 100% des personnes qui ont déjà fait leur achat, mais qui ont fourni leur adresse email. Parce qu'en fait, je comprends. Ça demande de la préparation d'un passage, même si tu sais jamais quel chiffre d'affaires tu vas faire. Nous, on a commencé à travailler dessus. C'était en septembre 2023. Donc, et on est passé dans l'émission en février 2024. Donc, tu as quand même plusieurs mois de préparation.
Donc, la préparation, c'était à partir du moment où on était sûr de passer, parce qu'en fait, tu fais le tournage en septembre. Donc, à partir du moment où on était sûr de passer, on a fait, allez, on refait tout notre site, on fait un truc bien d'équerre, on met l'investissement qu'il faut, mais en fait, on voulait un site qui était ultra user-friendly, où genre le moins de clics possible pour arriver à ton achat. Et pour ceux qui sont pas prêts à acheter tout de suite, il faut que ce soit le plus fluide possible pour qu'ils puissent donner leur adresse email. D'accord. Je suis sur le site actuellement. Donc, ouais. en fait, c'est que là, tu as le bouton précommandé parce que là, tu as ton produit qui est en rupture. Et puis après, juste en dessous, tu as tous les produits. Et est-ce que tu avais un encart pour donner l'email à ce moment-là qui était spécial qui va être mon associé ou pas du tout? Alors, en gros, sur le site, si tu regardes en haut à gauche, normalement, Ouais. je vais l'ouvrir en parallèle aussi à côté, tu as écrit précommande moins 10%. Ouais, je suis dessus, ouais. Ah, d'accord. Et là, en effet, t'as ce pop-up qui arrive. Et je suppose qu'il arrive aussi en automatique après 30 secondes ou... Exactement. En fait, c'est un pop-up. Ok. On s'est dit, là, on s'en fout d'harceler les gens. Il faut qu'ils puissent recliquer dessus s'ils l'ont fermé. Il faut que ça se pop-up devant eux au moment où ils arrivent sur le site, quelques secondes après s'ils ont un peu scrollé. Et même sur et surtout, nous, on a fait... Là, on regarde sur le desktop, tu vois, sur l'ordinateur, mais nous, notre priorité, c'était d'avoir un truc qui est mobile first. Bah oui. Donc, parce que quand les gens sont devant la télé, sur qui va être mon associé, ils sont assis dans leur canapé, ils ont pas à moins qu'ils travaillent jusqu'à pas d'heure, 99% des personnes vont être sur leur portable. Donc, il faut que ce soit le plus fluide possible au moment où ils sont sur leur téléphone. Et tu vois, sur la version mobile, pour ceux qui voient la caméra, on a dans le burger ici aussi le gros bouton précommande moins 10%. Comme ça, il n'y a pas de doute. Je comprends, d'accord. Donc tu le voyais vraiment pas mal, quel que soit l'endroit où tu es allé sur le site. C'est ça. Le plus important, c'était la collecte. En fait, on s'est dit, priorité number 1, collecte d'email. Priorité number 2, achat. Priorité number 3, tout le reste. Parce qu'en fait, quand tu passes dans une émission comme ça, tu as quand même 20 minutes à l'antenne, avec 2 millions de téléspectateurs. Si tu parles bien de ton produit, dans le pitch, on a projeté les gens dans leur cuisine. Qu'est-ce qu'ils font dans leur cuisine? Tu vois, on les a amenés, on a apporté de l'émotionnel qui est totalement véridique, qui est l'histoire de Thierry, qu'il a raconté devant 2 millions de téléspectateurs aussi, avec son diabète. Parce qu'en fait, ce que je t'ai pas raconté tout à l'heure, c'est que Thierry, il a un diabète de type 2, et en arrêtant le sucre et en remplaçant par le sirop-diacone, il a pu arrêter de se piquer à l'insuline. Ah oui, en effet. Mais on a fait un gros disclaimer, bien évidemment, c'est pas un médicament, le sirop-diacone. Alors, on sait jamais, il y a des gens qui vont arrêter l'insuline et prendre du sirop-diacone à la place. Non, c'est clair, vous avez bien fait de le faire, ça, à ce niveau-là. Gros disclaimer. Et ça, je le redis aussi pour les gens qui écoutent, parce que, étant donné qu'il y a quand même 1 milliard de personnes dans le monde qui sont atteintes de diabète, je suis sûr que des gens qui t'écoutent sont atteints de diabète, type 1 ou type 2. Mais donc, dans les gens qui t'écoutent qui sont diabétiques, pour le type 2, par exemple, évidemment, il faut être suivi par son médecin traitant. Thierry, il a fait cette transition alimentaire sur 2 ans. C'est pas fait comme ça. Néanmoins, il a arrêté totalement le sucre et maintenant il peut consommer le sirop-diacone, ça lui fait pas des pics d'insuline, ni de glucose, tout va bien. Donc, pour en revenir à nos moutons, ton site, il doit être hyper simple, quelques clics pour pouvoir donner son adresse email ou pour acheter. Le plus épuré possible, le nôtre, on n'a pas tout à fait réussi à le rendre assez épuré selon moi, mais bon, c'est déjà une première étape. Et ça, c'est ta prio. Et sur le plateau, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui postulent actuellement, il faut vraiment que dans ton pitch, il te donne, je pense, 3-4 minutes pour pitcher au total. Il faut que dans ton pitch, très vite, dès le début de ton pitch, il faut que tu parles de ton produit, si tu veux que les gens achètent. Parce que la différence entre un bon et un mauvais pitch, selon moi, c'est qu'un mauvais pitch, c'est où tu vas faire une intro trop longue, en faisant un espèce de teaser, et à la fin, tu vas annoncer c'est quoi ton produit. En fait, les gens, ils ont déjà décroché, quoi. Ils sont genre sur leur canapé, en train de manger leur dessert, ils ont la flemme d'écouter, limite ils vont zapper, et après ils vont revenir, tu vois. Donc, tu as besoin d'en parler très vite, quoi. Tu dis, voilà, nous, on vend du sirop-diacone, et puis après, raconte l'histoire en même temps. Nous, c'était dans notre pitch, si je me trompe pas, c'était ma 2e phrase. Et après, tu peux étoffer, expliquer d'où ça vient, pourquoi tu as créé cette entreprise, etc. Mais il faut très vite qu'ils sachent de quoi il s'agit
Et comme énormément de personnes se sentent concernées par les problèmes du sucre, bah, si dans ta deuxième phrase, tu dis moi, je vais corriger, je vais apporter la solution à votre problème d'addiction au sucre et vos maladies et vos problèmes de santé et vos coups de barre après le déjeuner parce que vous avez mangé un dessert trop sucré, etc. Bah là, c'est bon, t'as tout gagné. Ouais, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ce genre de discours-là, qui est très orienté besoin du consommateur, comment tu vas résoudre leurs problèmes, les investisseurs se disent, OK, ils vont résoudre un problème de masse, donc ça m'intéresse aussi d'en savoir plus. Et après, je pense que c'est à ce moment-là que tu parles un peu de ta société, des chiffres et de ce que vous projetez en fait dans l'avenir, parce qu'on sait très bien que si vous dites, oui, on souhaite faire 2 millions en 2027, ils vont pas être très intéressés. Par contre, si tu leur dis, je veux faire 20 millions ou 30 millions en 2027, là, ils sont un peu plus intéressés. C'est exactement ça. Et c'est vrai que ce qui était sympa aussi qu'on avait fait nous sur le plateau, c'est qu'on a fait un buffet où on avait justement fait des préparations à base de sirop Diacone, sucré au sirop Diacone. Donc on avait fait des banana bread, un gâteau au chocolat, du granola, et en fait, ça a fait une interaction, même si à la prod, ils nous avaient dit « Vous devez leur dire de rester assis parce que les caméras, ça va bugger s'ils se lèvent. » Mais on n'a pas réussi à les tenir assis. Tony Parker, il a couru vers le buffet parce qu'il voulait goûter. Et il a mangé à la cuillère le sirop Diacone, même comme ça. Il était emballé par les produits et du coup, tout le monde s'est levé finalement et tout le monde était là au buffet. Et c'était rigolo, quoi. C'est impressionnant. Et donc, du coup, après, vous avez réussi à lever des fonds sur Qui veut demander associé. Vous avez levé combien et auprès de qui? On a eu un oui plateau de la part de Kelly Massol pour 250 000. Et au total, ça faisait partie d'une enveloppe plus globale parce qu'on était en levée déjà depuis quelques mois. Et on a levé au total 2 millions. Donc, à la fois en equity et en dette. Ok, d'accord. Ouais. Et ça nous a permis, donc sur ces 2 millions, tu as 1 million qui part pour la ligne de production au Pérou. Ouais, je m'en doutais, ouais. Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie locale. Mais au Pérou, notre but, c'est que ce soit très, très rapidement rentable. En France, on n'est pas tout de suite rentable, même si on se dirige vers la rentabilité. Notre but, c'est d'être rentable en 2026. Donc là, on commence à speeder. C'est pour ça qu'on s'intéresse à notre marge sur notre site et tout ça de façon plus prononcée. Parce que maintenant, en fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, on a accepté de perdre de l'argent, mais temporairement, parce que tu faisais de l'acquisition de clients. Ouais. Mais maintenant, c'est bon, on passe dans cette phase où, genre, en fait, on a 100 000 clients, on peut déjà bien les travailler, ces 100 000 clients, tu vois. On continue cet épisode avec une autre success story sur Qui veut demander associé, qui est celle de Dijo, qui est une marque qui a été cofondée par Lisa Soulois et Anouk Leterrier. C'est une marque qui vous propose des compléments alimentaires pour le bien-être du ventre, et ces compléments alimentaires, ce sont des probiotiques et des prébiotiques. Ce sont des compléments qui sont de plus en plus à la mode et qui ont littéralement explosé, je dirais, il y a 2 bonnes années. Et quand Lisa et Anouk sont passées sur l'émission, elles avaient déjà réussi à avoir un certain succès en ligne grâce à leur marque. Donc je pense qu'elles avaient généré à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année précédente à Qui veut demander associé. Et quand elles sont passées sur l'émission, 1 mois plus tard, elles ont réussi à faire ce même chiffre d'affaires en un seul mois grâce à l'émission. Donc il y a clairement eu pour elles un avant et un après l'émission. Et donc quand je les ai reçues sur le podcast, je leur ai demandé comment elles ont adapté leur stratégie digitale, encore une fois, pour capitaliser sur l'émission. Et donc elles m'ont expliqué comment elles ont adapté leur publicité, leurs emails et également leurs offres pour capitaliser sur cette émission. Elles m'ont également partagé les retombées directes et indirectes de l'émission pour leur marque quelques mois après leur passage, et elles m'ont également expliqué pourquoi elles ont osé refuser 250 000 euros de la part des investisseurs. Donc c'était un choix fort, et c'est aussi, je pense, une décision qui a fait quand même beaucoup de bruit dans la sphère de l'entrepreneuriat, notamment sur LinkedIn, et je pense que ça leur a donné un boost supplémentaire dans leur notoriété à la suite de l'émission. Donc je vous laisse écouter tout ça dans la suite de l'épisode. Moi je vous ai vu sur Qui veut être mon associé, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vous ont vu. Je sais pas, peut-être que vous connaissez les audiences sur le coup. Oui, il y a eu plus de 2 millions de téléspectateurs. Ouais. Ok, ouais, c'est énorme, 2 millions quand même. Donc là, répartis sur uniquement la France ou alors sur tout? Principalement la France, ouais, quand même. Ok, d'accord, parce que moi je suis en Belgique, donc j'ai quand même vu le truc. Donc je sais pas si c'est dedans, tu vois. Pays francophone, en fait, t'as Belgique, Suisse, mais comme c'est pas traduit après, c'est limité. Okay. Mais okay, c'est 2 millions global, tout compris. Ouais, 2 millions de personnes, ça fait quand même une sacrée audience, que ça coûterait assez cher aussi si on devait la toucher sur Facebook pendant une demi-heure, donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que c'est un pitch qui, je trouve, a été assez touchant. Je pense que vous avez eu la grosse décision de lever ou non des fonds, parce qu'il y avait une offre sur la table qui était là. Je sais plus c'était de qui d'ailleurs, c'était de... Eric Archevêque et Delphine André.
Ouais, mais c'est ça. Et alors que Anthony Bourbon, vous avez dit oui, je vous adore, mais je n'ai pas financé. Je sais plus pourquoi il avait dit ça. Il avait des parts dans une Ah autre marque oui, alimentaire, ouais. c'est ça. Donc vous aviez 2 offres et vous avez dû vous décider. Vous êtes allé dans le SaaS. Vous avez dû prendre une décision, je pense, assez rapide, comme vous m'avez dit que vous n'avez pas forcément trop le temps d'y réfléchir. Et vous avez dit non. À l'offre je pense que c'était quand même 100 ou 200 000, 100 ou 200 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. 150 C'était 250 000 euros 150, ok. Contre contre 10%. nous, on proposait contre 8%. Ok, d'accord. Ok. Et eux, c'était plus. Et eux nous ont proposé 10%. Ok, d'accord. Donc ça s'est joué quand même à peu, mais eux, ils sont pas allés vers vous et vous, finalement, vous avez décidé de ne pas lever des fonds. Ça, Ça, c'est c'était en. Ouais. Ça s'est pas joué à une question de pourcentage, en fait. Je pense comme tu dis pour le recrutement, je pense pour les investisseurs, c'est pareil, il faut avoir un fit. Ouais. Et on sent pas ce qu'ils peuvent nous apporter, en fait. Sur le moment, Delphine André, elle propose de mettre Dijon dans ses hôtels, mais tu vois, Ouais. c'est pas un projet d'avenir pour Dijon de se dire on va être dans les hôtels de Delphine André. Et Éric Larchevêque, je pense, il y a une bonne ambiance sur le plateau quand on passe, c'est assez convivial, les gens rigolent. Et donc lui, il dit moi, j'y connais rien, mais je demanderai à mon copain Anthony Bourbon des conseils pour vous aider. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, là où on a été un peu débutante et un peu impressionné, c'est qu'on aurait dû leur dire, bon, maintenant, trêve de plaisanterie, c'est 10%, donc qu'est-ce que vous voulez nous apporter contre 10%? Oui. Pour qu'ils nous disent vraiment. Et du coup, là, nous, on l'a pas senti, enfin, on s'est dit, non, bah, vu ce qu'ils disent, ça nous a un petit peu bloqué, et du coup, t'es stressé, ça va très vite, du coup, on prend la décision de dire non. On aurait pu aller plus loin si on avait été, je pense, à l'aise dans la négociation. Mais le fait est que t'es sur un plateau télé, t'as des éclairages, ça fait 6 heures que t'attends pour passer, t'as 50 personnes derrière en train de te regarder. Et c'est très impressionnant. Et puis, cette décision, elle se prend en 3 minutes chrono. Et du coup, il se passe ce qui se passe. C'était peut-être pas le scénario idéal qu'on aurait pu imaginer. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Il faut pas avoir de regrets. Après coup, ça nous a apporté plein de choses. Mais voilà, c'était pas une histoire de pourcentage, c'était vraiment une histoire de feeling. Ok, c'est bien compris. Ouais, c'est clair que c'est important, comme tu disais, de sentir que l'investisseur qui va venir avec son argent sait comment il va développer ton entreprise et te donne un vrai plan ou en tout cas au moins un réseau qui peut te servir. Parce que parfois, je pense que Jean-Pierre Nadir, il disait, bah voilà, si tu veux, moi j'ai plein de. Je vais dans le tourisme, je peux facilement t'ouvrir des voies là-dedans à des marques qui étaient dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que dans votre cas, c'est peut-être pas le fit idéal. Peut-être avec Anthony, mais bon, Anthony était déjà free. Voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que, enfin, nous, on y allait vraiment pour justement trouver quelqu'un qui va nous apporter du conseil, son réseau, Ouais. et qui soit quand même convaincu par la mission. Et dans leur proposition, on n'a pas senti en fait cette partie justement accompagnement, cette partie aussi envie de rejoindre ce projet-là. Et nous, bah, c'est notre bébé. On a construit cette entreprise avec nos tripes. On y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et on a en face de nous, des gens qui nous font une proposition financière, Ouais. derrière laquelle en tout cas sur le coup, on ne perçoit pas la proposition d'accompagnement. C'est ce qui nous manque, comme le dit Anouk, on est aussi hyper stressé sur le plateau et du coup, on Ça se n'arrive voyait, ouais. pas à le formuler parce qu'on est juste hyper impressionné. Mais du coup, il nous manque ça pour justement être convaincu et dire oui à l'un des investisseurs. Ok. Et Ouais. pareil, en fait, il tourne la chose de façon à ce que tu aies l'impression de devoir te justifier pour négocier quelques pourcents. Et après, on s'est fait critiquer en nous disant pour 2%, vous êtes loupé, vous êtes passé à côté de Éric Larchevêque ou truc comme ça. Mais t'as envie de dire, bah, lui aussi, pour 2%, il est passé à côté de nous, mine de rien. Parce Oui. que lui, s'il a vraiment une appétence pour le projet et qu'il pense qu'on va tout Ouais. déchirer, bah, pourquoi Ouais. C'est pas 2% qui sont censés le freiner. C'est ça que tu veux Ouais, dire. exactement. Et là, les gens, ils inversent souvent la tendance en disant pourquoi ils sont posés la question pour 2%. Bah, faut remettre aussi l'église au milieu du village. C'est pas parce que les investisseurs ils négocient que. Après, certaines valorisations justifient ce type de négo dans les profils qu'on peut voir sur le plateau. Mais là, en Ouais. l'occurrence, Vous aviez quand même justifié des bénéfices, hein, quand même, mine de rien. Vous avez quand même mis en avant la rentabilité. oui, on a une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 250 000 euros de résultat net. Donc, Ouais, c'est pas mal. on n'a pas trop à rougir et on est peut-être un Oui, peu plus avancé en termes de business que d'autres entreprises qui passent. beaucoup, ouais. Et ce qui a fini de nous braquer, c'est que quand Éric Larchevêque il nous demande où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, c'est-à-dire que lui, s'il rentre, il faut qu'il prévoie une sortie, qu'on vende la boîte pour voir son retour sur investissement.
Et nous, Dijo, enfin, c'est l'aventure de notre vie. On se dit pas dans On ne veut 5 pas le ans. vendre, ouais. Et voilà, du coup. Non, franchement, ça fait totalement sens. Et tu parlais du fait qu'il y a peut-être eu des critiques. Comment vous avez vécu ça du point de vue de ce que les gens disent? Est-ce que vous avez réussi en quelque sorte à gérer cette partie-là? Je pense que quand on avait parlé en off, vous avez parlé du fait que vous avez posté sur LinkedIn et que ça vous a aidé pour éviter d'avoir le petit coup de mou des critiques sur Internet. Exactement. Le lendemain de l'émission, on a pris la parole sur LinkedIn pour expliquer notre décision de la même manière qu'on l'a faite là avec toi à l'oral. Et je pense que du coup, ça nous a vraiment servi pour que les gens comprennent notre démarche, parce qu'il faut pas oublier qu'on reste plus de 3 heures sur le plateau. M6 choisit les images, donc nous, en fait, jusqu'au passage de l'émission, on n'a aucune idée de quelles images vont être retenues, comment ils vont tourner l'histoire, comment ils vont tourner les échanges. Et donc, on a la main sur rien. On n'a pas la main non plus sur les articles qui vont sortir sur nous. Et la seule chose sur laquelle on peut vraiment s'exprimer, c'est les réseaux et c'est LinkedIn. Okay. Et typiquement, on a fait une interview avec un journaliste où on explique la démarche et finalement, l'article qui sort dit l'inverse de ce qu'on a dit. Ouais, ça c'était un peu chiant. J'ai entendu la presse parfois. Ouais, elles sont venues pour faire un coup de pub. Enfin bref. Et du coup, LinkedIn, ça nous a vraiment offert cette tribune exactement pour nous exprimer. Et au final, on a fait effectivement plus de 2 millions d'impressions aussi. Donc, ouais, c'est vrai. C'est bien ça, 2 millions d'impressions. C'est quasiment les 2 millions de avec nos posts, ensemble. Et c'est vrai que ça a été c'est vraiment bénéfique pour ça, LinkedIn. Tu as la liberté d'utiliser tes mots et tes messages et pas les autres parler à ta place. Ouais, je vais vous en parler après de LinkedIn. Franchement, je trouve que vous faites un bon travail là-dessus. Et du coup, suite à ça, quelles ont été les retombées sur votre marque? Peut-être la première semaine, puis après 1 mois, puis après 2 mois. J'aimerais bien comprendre un peu. Est-ce que c'est vraiment un truc où tu vois un effet juste une semaine, ou est-ce que tu le vois encore peut-être aujourd'hui? Parce que là, ça fait quoi, 3-4 mois? Depuis janvier, février, donc 3 mois. ouais. Je sais pas si c'est un bon souvenir, parce que là, on sort vraiment d'un tunnel de 3 mois, parce que les 2 premiers jours, tu dis, waouh, c'est dingue, l'effet. Et quand tu vois que ça s'arrête pas, tu te dis, oulala, OK. merde. C'est après, il faut livrer. Là, pour te dire, on était présent donc sur notre site internet, sur Amazon, chez nos distributeurs. On est sold out partout en 3 jours. Alors qu'on avait quand même anticipé du stock. Hein. On avait vraiment prévu ce que font les candidats d'habitude, je pense autour de 100 000 euros autour de l'émission. Nous, au bout d'1 mois, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. Et du coup, ça en est suivi toutes les galères logistiques, réapprovisionnement, les clients qui sont pas contents avec les retards de livraison. Un changement d'échelle, en fait, parce que ça s'est pas vraiment ralenti depuis. Alors, on ne fait pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis 3 mois. C'est vrai qu'on reste sur un trend qui est multiplié par 4 ou 5 par rapport à avant l'émission. Ouais, c'est quand même énorme. Parce que si vous faisiez 1 million par an l'année passée, ça fait plus ou moins 83 000 par mois. Donc là, oui, c'est quand même pas mal en termes de trend. OK, ça va pas être facile à gérer. Et au niveau de la strat digitale, qu'est-ce que vous aviez mis en place pour le passage sur M6? Parce que, comme vous le savez, les gens regardent, dans le même temps, ils vont sur le site web. Est-ce que vous avez mis en place une action marketing ou quelque chose comme ça qui permettait aux gens de, on va dire, plus facilement commander? Oui, carrément. Déjà, on avait sur le site mis en place, donc on l'a toujours, mais le fameux pop-up pour récolter des adresses email. C'est un gros levier pour nous. Aujourd'hui, on a quasiment 200 000 mails. Waouh! Donc c'est énorme. C'est énorme. 200 000 mails. Donc là, vous offrez quoi? Moins 10%, c'est ça? Je peux souvenir. OK, d'accord. Bon, voilà, pour ceux qui nous écoutent. On a environ 60 000 clients uniques. Ouais. OK, compris. Donc ça, c'était l'action. Donc sur le site web. Et comme le disait Anouk tout à l'heure, en fait, on prépare les ads avec le passage dans l'émission pour que juste après l'émission, les gens nous voient. On prépare le site internet aussi avec l'image de notre passage. Et en fait, tout ça, du coup, dès que les gens arrivent sur le site, comprennent que c'est la bonne marque, au bon endroit. Ouais, c'est très important. Parce que effectivement, ils voient le nom de la marque, ils vont écrire Dijo probiotique, si ça se trouve Dijo, ils vont pas écrire de la bonne manière, et donc ils ont jamais vu la marque, et donc quand ils arrivent, il faut qu'ils comprennent directement qu'ils sont sur le site de la marque qui est passée sur M6. Donc je suppose vous avez avec peut-être des photos de vous, une vidéo ou quelque chose comme ça. Oui. Alors c'est gros conseil pour les candidats qui passent, c'est de faire plein de contenu le jour de l'enregistrement pour l'utiliser en préparation
message, mettre sur le site internet, sur les réseaux sociaux pour que les gens voient que c'est bien la marque qui est passée sur le plateau. Et même avec les mêmes vêtements pour que directement tu vois. Peut-être en vert, je pense, je me rappelle, Anouk. C'est bizarre pour ça, tu blanc. Mais effectivement, on avait préparé, on avait fait toute la semaine, enfin même 15 jours avant, beaucoup de contenu. Déjà pour réexpliquer l'histoire de la marque, le message, l'émission. On avait aussi fait du teasing avec le contenu de l'émission où on nous voyait. Et en fait, tout ça a fait que quand les gens se sont connectés le jour J, directement, ils nous ont retrouvés avec, comme tu disais, les mêmes vêtements, la même tête. Ouais, c'est trop important, mais moi, je l'ai vu sur le coup, donc je sais ce que vous avez plus ou moins ce que vous avez fait, donc c'était intéressant. Par contre, niveau retargeting, je ne sais pas si vous avez adapté vos publicités pour l'occasion. Ça, c'est encore un autre sujet, c'est de faire en sorte que si quelqu'un quitte le site, il vous revoit sur Google, sur Meta, enfin Facebook, Instagram, avec des ads qui rappellent en fait le passage TV. Oui, on a fait plein de retargeting. Et surtout, point essentiel qu'on n'a pas dit, c'est que 98% du trafic, il est mobile. Oui. Le soir de Kevma. Et du coup, il faut vraiment avoir un site méga responsive. C'est hyper important. Enfin, c'est la clé, sinon les gens de côté. Et il y a un truc qu'on aurait pu optimiser, c'est le côté distributeur. C'est-à-dire d'avoir un onglet peut-être qui permette aux gens qui souhaitent de distribuer, d'avoir un process un peu... Oui. Parce que bon, nous, c'était pas encore notre cœur de métier. En 2022, ça représentait que 10% de notre chiffre d'affaires, mais depuis qu'il va être mon associé, on a énormément de demandes pour le physique. Et le soir de l'émission, notamment, on a dû recevoir 150 messages de gens qui souhaitent nous distribuer, des pharmacies, des concept stores. Ça, c'est trop bien. Et ça, c'est un truc, par exemple, on a un peu passé à côté parce qu'on a dû les traiter tous à la main après coup. Bon, de toute façon, on n'avait pas de stock pour les livrer. Mais ça, c'est un truc à pas louper, surtout si on est sur un mix, multi-canal de distribution en tant que marque. C'est assez important de pas louper ça, quoi. Ouais, je comprends. Mais là, vous l'avez pas totalement loupé parce qu'ils vont nous contacter, ils vont trouver un moyen de vous contacter. Mais peut-être qu'il y en a 150 autres qui n'ont pas trouvé un moyen de vous contacter. Donc, ok. Peut-être. Ce sera pour l'année prochaine. Ouais. De toute façon, si vous pouvez repasser à la TV, et c'est vrai que comme vous parlez de challenge pour 2023, si t'es passé 1 ou 2 fois à la TV, tu peux repasser une 3e fois. Donc ça doit passer. Mais après, là, c'est pour faire une publicité TV, je suppose. Ouais, et puis alors, qui va être mon associé, ils ont un format où ils recontactent les marques qui sont passées regarder pour voir où elles en sont. Donc on croise les doigts pour être... c'est ça. Et est-ce qu'ils recontactent les marques justement qui ont dit non sur la levée de fonds? Je sais plus. C'est vrai que dans le... Écoute, ils nous ont recontactés pour prendre des nouvelles, donc on croise les doigts pour que ça porte ses fruits. Et on termine cet épisode avec la marque Inga, qui a été représentée par Christophe Thérin, qui est le cofondateur de la marque et qui est venu sur le podcast me raconter les coulisses de leur passage sur Qui veut être mon associé. Alors Inga, c'est une marque de produits réutilisables pour la maison, comme des essuie-tout ou comme des éponges. Et justement, c'est pour ce produit, donc pour les éponges, qui sont plutôt connus. Et c'est un produit qui n'a pas vraiment plu aux investisseurs, puisque quand ils ont vu que Inga vendait beaucoup d'éponges, ils se sont dit, en fait, comment est-ce que vous gagnez de l'argent en vendant des éponges? Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a dû faire jaser. Je pense que les gens qui ont regardé l'émission, ils ont dû se poser des questions. Et donc, je pense que ça a aidé Inga, d'une manière ou d'une autre, à avoir des bonnes ventes en ligne, puisque quand j'ai demandé à Christophe quel était l'impact de l'émission sur leur chiffre d'affaires, il m'a clairement expliqué que le soir même et les jours qui ont suivi, ils ont eu vraiment une très forte augmentation de leur CA, mais même un mois plus tard, ils ont continué à avoir un chiffre d'affaires plus élevé que celui qu'ils avaient avant l'émission. Et donc quand j'ai reçu Christophe, je lui ai demandé comment ils ont capitalisé sur cette émission, comment ils ont réussi en fait à se démarquer pour passer dans l'émission, parce que c'est de plus en plus concurrentiel aujourd'hui pour y passer. Et Christophe m'a également expliqué comment ils ont adapté leur site et leurs offres pour Qui veut être mon associé. Et c'était une stratégie plutôt intelligente, puisque quand quelqu'un arrive sur le site à la suite de l'émission, il a très bien compris que qu'il va avoir une offre spéciale. Donc c'était le témoignage de Christophe et je vous laisse le regarder dans la suite de l'épisode. Et puis en 2024, vous êtes passé sur Qui veut être mon associé et on sait que c'est une émission très forte pour les entrepreneurs. Donc là, ça fait un peu plus d'1 mois que vous êtes passé. Il y a toujours un effet Qui veut être mon associé. Donc là, je voulais peut-être revenir sur déjà les coulisses du passage, déjà comment vous avez réussi à passer. Et puis après, quel a été l'effet pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment eu cet effet post Qui veut être mon associé qui fait que vous avez réussi à passer à un nouveau cap de CA ou même de trafic? Et on reviendra également sur peut-être un peu ce que vous avez fait en termes marketing pour profiter au maximum de ce passage dans le digital. Donc voilà, c'est beaucoup de questions, mais je propose de commencer par peut-être le début, genre comment vous avez pu arriver sur l'émission? Est-ce que vous avez postulé? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Comment ça se passe? Alors, on a effectivement postulé. Il y a tout un process de candidature qui est assez long et difficile. On avait fait une vidéo déjà. On avait mis vraiment des moyens importants dedans, que ce soit en termes de prod, en termes d'écriture et tout ça, pour faire une vidéo sympa.
qu'on avait envoyé à la prod. Après, il y a tout un process. En fait, il y a des journalistes qui viennent défendre ton dossier auprès de la directrice de casting, puis auprès de la prod, puis auprès d'M6. Et nous, on n'avait pas passé à l'étape de la directrice de prod qui avait pas trop kiffé le concept des éponges, je crois. Je crois pas qu'elle avait vu notre vidéo à l'époque. Je pense qu'elle avait juste mis un logo sur le produit, quoi. Ok. Donc là, on était un peu déçus. On était au mois de juin 2023 et septembre 2023, on sent un coup de fil de la prod nous disant voilà, il y a une place qui vient de se libérer. Est-ce que ça vous intéresse ou pas de repostuler? Donc là, on renvoie la vidéo. La vidéo est validée par la directrice de casting qui, pour l'anecdote, pendant ses vacances, avait pu parler de nos éponges avec sa belle-sœur, je crois, qui était fan de nous. Donc ça a un petit peu aidé. Super. Ça a beaucoup aidé, ouais. C'est clair. Après, la vidéo a été validée aussi par la prod, par M6, et donc là, c'était bon. Sauf que c'était une semaine avant le tournage. Pour info, le tournage, je crois que c'est en septembre, octobre, donc bien avant la diffusion de l'émission. Et là, on s'est mis en mode commando pour tout préparer en une semaine et faire en sorte que Benjamin soit fin prêt pour le passage. Ok, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai déjà entendu qu'il y a des. Quand on fait l'émission, on passe on fait l'enregistrement plus de 6 mois avant. Et donc vous l'avez fait finalement 3 mois avant, donc c'était beaucoup plus short au niveau timing, non? Ouais, je crois que c'était fin septembre ou début octobre. Donc, Ok. ouais, Mais ça laissait peu de temps pour se préparer finalement. Ça laissait peu de temps. Alors, très peu de temps, mais après, en fait, généralement, les gens, ils ont la réponse au mois de juin et ils passent en octobre, donc ils ont 3 mois pour se préparer. Nous, on a eu une semaine. Donc, c'était. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. C'est que tu avais qu'une semaine, donc c'est pas énorme, mais c'est pas évident parce que. Enfin, j'ai vu le passage de Benjamin. C'est que les investisseurs, ils sont durs, quoi. Ils te posent beaucoup de questions. S'ils croient pas en ton projet, ils te le disent directement et ça peut mettre mal à l'aise. Et je trouve qu'il s'est bien défendu, surtout quand il parlait d'international, où je trouve que les investisseurs, ils ont pas assez pris en compte ce potentiel que tu peux avoir sur le marché, enfin sur d'autres marchés comme les USA. Donc voilà, c'est intéressant. Et peut-être que je sais pas si toi, tu as des premiers retours pas des premiers retours, mais un avis sur le passage en lui-même. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment sur ce passage, peut-être? Parce que je peux le dire, vous n'avez pas levé de fonds sur Qui veut de mon associé. Non, alors, on n'a pas levé de fonds. Alors, plusieurs choses. Déjà, les annonces de Benjamin sur le plateau. En fait, on sortait d'une. Alors, déjà, il est à l'aise parce que c'est un ex-comédien. Il est très bon pitcher. On venait de sortir d'une levée de fonds, en fait. On venait de lever un montant qui nous valorisait à 5 millions. C'est des choses qu'on voit pas forcément sur le montage qui est diffusé parce que voilà, on a un passage de 45 minutes ou 1 heure devant le jury, il y a plein de trucs qui sont coupés et donc les discussions un peu techniques sur le fait qu'on est levé avant à telle valo et qu'on pouvait pas trop négocier la valo et tout ça, c'est des trucs qui passent pas forcément, qui en l'occurrence là ont été coupés. Ce qui a fait aussi que il pouvait pas trop faire de contre-propale en fait le jury et c'est la raison pour laquelle on l'a pas levé aussi. Après voilà, nous on venait de lever financièrement plutôt confortable. On faisait l'émission évidemment pour la visibilité que ça apporte et on aurait été content aussi d'avoir un investisseur mais plus pour l'apport humain que ça représentait. Par exemple si Tony Parker avait ça aurait été super. Pour se dire demain, on va attaquer le marché US avec Tony Parker à nos côtés, c'est une folie, quoi. Mais bon, c'est clair. C'est clair. Fait, mais en vrai, voilà. Comment dire, il y a que du bénéfice et que du positif à retirer. Quelle émission aujourd'hui te permet d'avoir 15 minutes en prime time à la télé pour parler de ta boîte? Il n'y en a qu'une seule, c'est Qui va être mon associé. Donc, c'est ça. Opportunité de ouf. C'est clair. Ouais, c'est que tu as les chiffres sur le nombre de personnes qui vous voient dans l'émission, puis après qui vont sur le site, puis après qui commandent. Enfin, moi, je suis vraiment intéressé de savoir au niveau funnel marketing, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, sur cette première journée ou les 2 premières journées, au niveau, je te dis, trafic et vente sur un site e-commerce, si tu es ouvert à les partager, bien sûr. Complètement. Il y a un truc qui est important sur Qui va être mon associé, mais tu n'as pas trop la main dessus, c'est est-ce que tu passes pendant la coupure pub ou non? Parce que c'est là que les gens vont aller sur ton site. On a eu cette chance-là. Si mes souvenirs sont bons, on a fait environ 50 ou 60 000 visites au moment du passage. Donc, c'est la courbe qui fait le plus comme ça de toutes. C'est la courbe de tes visites, parce qu'il se passe un truc de ouf, qui est que voilà, t'as un volume de visites complètement hallucinant qui
qui vient sur ton site, mais ça redescend aussi très vite. C'est-à-dire 1 heure après, t'as divisé par 10 par rapport à ton pic. Voilà. Les ventes qui suivent derrière, nous, globalement, on était assez contents. On a maintenu un assez bon taux de conversion, autour de 3% pour toutes les missions. Donc, c'était plutôt assez cool. Et en termes de chiffre d'affaires, on a fait sur notre site et Amazon confondu, on a fait 150 000 € à peu près en 24 heures. Voilà. Je sais que ça c'est beaucoup ça. Je sais qu'il y en a qui, déjà quand ils font 100 000 €, ils sont contents. Donc 150 000 en une journée ou en une soirée, c'est hyper bien. Et puis après, il y a toujours les jours suivants, puisqu'en fait, il y a des replays de l'émission, il y a des gens qui voient plus tard. Donc je présume que tu voyais encore un effet les premiers jours après la diffusion. Ouais, complètement. En fait, il y a un effet où tu fais le week-end qui suit, tu fais les chutes de ma boue encore, quoi. Donc c'est clair et net. Et au bout d'une semaine, ça ralentit progressivement. Mais voilà, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires quotidien, il est 2 à 3 fois supérieur à ce que je faisais avant l'émission. 2 à 3 fois supérieur. C'est incroyable. Et ton budget ads, est-ce qu'il a bougé ou il est le même? Non, mes budgets ont augmenté. T'as augmenté tes budgets. C'est j'ai un meilleur chiffre d'affaires quotidien. Ouais, c'est vraiment super. Enfin, en tout cas, bravo. Mais Michael Pan de Flotte, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, moi, mes budgets ads, du jour au lendemain, ils ont augmenté. Je ne me rappelle plus de combien, mais je pense que comme toi, 2 fois 3. Et il a réussi à maintenir ça sur du très long terme, sur les 2 ans qui ont suivi. Là, ils investissent encore plus. Et c'est vrai que vous, si vous avez augmenté les budgets, je présume que c'est parce que ça marche bien, c'est parce que ça suit en termes de vente sur le site. Revenons peut-être sur les actions que vous avez mis en place dans le digital. C'est-à-dire, je suppose que quand l'émission a eu lieu, le site était prêt. Donc ça, évidemment, au niveau du serveur, il faut faire attention. Mais au niveau marketing, vous avez mis en place est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers sur le site ou via le CRM ou via les ads ou encore d'autres plateformes? Complètement. Alors, on a beaucoup travaillé sur tous les aspects pour être prêt le jour J. Il se trouve qu'on était la première émission à passer. On est passé pour la première émission, donc c'était assez chaud en vrai. Moi, j'étais en vacances tranquille fin décembre en me disant bon, a priori, on passera pas les premiers parce qu'on n'a pas reçu de coup de fil nous disant qu'on passait. Donc, j'étais content de pouvoir passer un peu de temps en famille. Et là, le 28 décembre, dans ces eaux-là, on reçoit le fameux coup de fil nous disant vous passez les premiers le 17. Et là, énorme rush. J'ai un peu écourté mes vacances et on a taffé comme des malades, on peut le dire, pendant 3 semaines pour être prêt le jour J. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Site web, ads et email, en gros, qui fait travailler à fond. Donc, site web, on l'a beaucoup retravaillé, on a mis beaucoup plus de main sur les sites, là où à l'époque, on était encore très, très actifs sur le produit. Donc voilà, on a mis à jour vraiment à fond, surtout le homepage. En fait, les pages produits, on n'a pas trop voulu y toucher parce que c'est là que se joue vraiment la conversion. Donc, un peu tricky d'aller tout bouleverser la veille d'un moment où tu vas recevoir beaucoup de trafic sur le site. Donc, on s'est dit, on focus vraiment sur là où l'image de marque peut transparaître le plus. Donc, la homepage et la navigation, en gros, voilà, le header, et une landing page qui va être mon associé, qu'on a pas mal bossé aussi. Ouais, j'ai vu que sur la homepage, ça a pas mal bougé, qu'il y a beaucoup plus d'humains. Ok. Ouais. Et ok, super intéressant. Et ensuite. Donc, on a fait des packs aussi dédiés. On a fait 3 packs dédiés qui vont être mon associé. C'est-à-dire, ils sont brandés qui vont être mon associé. Et puis, il y avait des réductions spéciales dessus. Et on a fait aussi un genre de jeu concours un peu spécial via une roue de la fortune, donc assez classique, mais pareil, aux couleurs de qui va être mon associé pour aller récupérer un maximum de mails. Et pendant 2 à 3 semaines, on avait une réduction de 15% pour l'inscription à la newsletter, là où généralement on est plutôt autour de 10%. Voilà, pour booster aussi, parce qu'il y a du chiffre d'affaires direct que tu vas faire, mais aussi toute la base mail de personnes venir cumuler qui vont potentiellement acheter 3 jours après, une semaine après ou un mois après, quoi. Ouais, hyper intéressant tous ces dispositifs. Celui que je préfère, c'est la roue de la fortune, enfin la petite roue que tu as sur le site, parce qu'en fait, ça te permet vraiment il y a l'aspect un peu gamification qui fait que tu as envie d'y jouer pour voir ce que tu vas gagner. Donc je suppose que niveau récolte d'emails, ça a dû être énorme. Je sais pas si tu as aussi les stats de ça en termes de récolte d'emails. Je crois qu'au bout de quelques jours, on était à 20 000 mails collectés. Donc c'est assez important. Et puis, je pourrais plus dire exactement comment le mail en base là, parce qu'entre ceux qui sont
qui sont des inscrits, ceux qui sont vraiment actifs, mais on est autour de 100 000 euros de mails actifs, comme ça. Ah ouais, non, je veux dire 100 000. 100 000 mails adressables en tout, avec ce qu'on avait déjà avant. Donc, c'est quand même assez important. C'est beaucoup, ouais. Mais donc, du coup, c'était très bonne idée, parce que je pense qu'on n'y pense pas forcément, mais quand tu passes sur Kevin Associé, tu te dis, bah, ok, je vais essayer de faire le maximum de chiffre d'affaires possible. Alors que tu peux aussi essayer d'aller chercher le maximum de personnes possible pour ta base mail, parce qu'on sait que le CRM, c'est quand même quelque chose qui aide à aller chercher de la vente, que ce soit en acquisition, en rétention. Les packs aussi, je trouvais ça sympa. Donc, quand tu dis pack, mon Kevin Associé, c'était quelque chose de spécifique, c'est-à-dire un mélange de différents produits ou c'est un bundle simplement? Composition de produits qu'on avait un peu changé, mais globalement, il n'y avait pas de grosse différence, à part le fait qu'il y ait marqué qui va être mon associé dessus et une promo dessus. Je trouve que c'est bien, parce qu'en fait, tu arrives, c'est personnalisé, tu dis, ah bah tiens, moi je viens de Kevin Associé, tu vois le pack, donc tout naturellement, tu cliques dessus et ça t'amène rapidement sur la page produit. Exactement, l'idée c'était vraiment d'aller guider les utilisateurs vers là où on voulait qu'ils aillent. Donc, leur simplifier la vie, qui va être mon associé, il nous a vu sur qui va être mon associé, il clique sur le pack, il l'achète. Mais je trouve que c'est très malin, mais je pense que c'est bien, j'avais pas forcément entendu ça de la part des autres que j'ai eu sur le podcast qui vont pas être qui va être mon associé. Et puis après, c'est que je me pose toujours en tant que média buyer, c'est sur le retargeting. Je suppose qu'à ce moment-là, vous dites, le soir de l'émission, j'ai envie qu'on me voit le plus possible en ads, donc du coup, je suppose que vous avez augmenté vos budgets de retargeting à ce moment-là bien précis, en plus des budgets d'acquisition. Ouais, on a augmenté notre budget de retargeting, surtout après l'émission en fait, parce que c'est là que il y a eu un énorme pic de trafic. Nous, on a, je rentre un peu dans le détail, c'est peut-être un peu trop tôt, mais en Meta, on a une campagne qui est dédiée au remarketing, qu'on pilote au repeat, qu'on essaie de garder autour de 5 par semaine. Ouais, c'est bien. Et donc, au fur et à mesure que il y a ton bassin d'audience retargetable qui augmente, tu augmentes ton but. C'est assez mécanique. Simplement, ouais. C'est assez mécanique sur le coup. C'est assez mécanique, ouais. Ouais, c'est ça.